Alors, avec l'Ultime Razia, il faut voir déjà que Kubrick va connaître tout d'un coup une spectaculaire amélioration hein, de son métier de metteur en scène, puisque ça va devenir tout d'un coup un metteur en scène en vue, hein, même si le film ne va pas forcément remporter un très grand succès. Mais ce qui est important dans sa carrière, c'est que ce film-là marque en fait la rencontre avec un partenaire hein, qui va devenir son producteur, qui s'appelle James B. Harris, que tout le monde appelle Jimmy Harris, qui bon, n'était pas un fils de famille, mais qui était quand même quelqu'un qui avait un peu d'argent, hein, contrairement à Kubrick. Et il a permis, en fait, il l'a rencontré, en fait, Kubrick avait un ami de lycée hein, du Bronx qui s'appelait Alexander Singer, qui était un réalisateur de documentaires, un photographe, hein, qui a d'ailleurs fait des photos de plateau de ses premiers films. Singer a rencontré un jour James B. Harris à l'armée. Et ils sont devenus copains, et ils ont décidé de faire un partenariat pour lui produire, lui réaliser et Harris produire. Et en fait, il s'est dit, tiens, il faudrait que je te présente quelqu'un, un copain à moi qui s'appelle Stanley Kubrick. Contrairement à moi, il a déjà fait deux films indépendants, mais quand même qui sont sortis au cinéma. Et en fait, James B. Harris s'est dit, mais c'est plutôt avec lui que j'ai envie de faire des films. Donc le pauvre Alexander Singer s'est un peu retrouvé sur la touche. Hein. Bon, il est resté très ami avec Kubrick, et d'ailleurs, il a même participé à The Killing. Donc c'est comme ça que la rencontre entre Jimmy Harris et Kubrick a donné un second souffle hein, à la carrière de Kubrick. Parce que c'est tout d'un coup avec lui qu'il a pu finalement acquérir les droits d'un livre, hein, puisqu'il avait envie quand même de passer à l'étape supérieure. Hein, il avait conscience qu'il n'était pas un scénariste capable d'écrire des histoires originales. Donc c'est Jimmy Harris qui lui a dit ce qu'il faudrait, c'est qu'on trouve un livre qui nous excite tous les deux, qu'on l'adapte et que ça fasse un film qui pourrait nous mettre on the map, comme on dit, hein, sur le jeu. Et donc ils ont cherché, hein, et c'est en fait Jimmy Harris qui a trouvé un livre qui s'appelle Clean Break de Lionel White, un auteur de romans noirs, hein, et il a été très frappé par cette structure, hein, qui est restée la structure du film, hein, dans flashback, comme ça, avec le jeu avec le temps, comme ça, et il a montré ça à Kubrick, et Kubrick, en lisant ça, a dit « c'est formidable, il faut absolument faire ça ». Donc ils ont commencé à chercher comment acquérir les droits de ce roman. Donc ils ont appelé les représentants, enfin les gens qui représentaient Lionel White, ils se sont rendus compte que, en fait, Frank Sinatra était en train de s'intéresser à ce roman, hein, quand même, depuis un moment. C'était Unité d'artistes, les artistes associés avaient déjà fait un film noir avec Frank Sinatra qui s'appelait Suddenly, dans lequel il y avait Sterling Hayden qui jouait déjà, et qui était un peu un film sur... Sinatra était quand même très copain avec John Kennedy, hein, mais c'est l'histoire de mecs qui veulent assassiner le président des États-Unis, un petit peu aussi comme dans Un crime dans la tête, dans lequel joue Sinatra. Et donc, en fait, Sinatra, il n'avait pas encore payé, hein, mais il disait qu'il voulait faire un film d'après ce bouquin. Donc Jimmy Harris a appelé Unité d'artistes, ils ont dit si on achète les droits de ce livre avant Frank Sinatra, est-ce que vous produiriez? Alors ils ont dit si on a un scénario qui nous excite, pourquoi pas. Donc ils ont un peu pris de vitesse Frank Sinatra, ils ont acheté les droits hein, pour $10 000 parce que c'était une somme que Kubrick ne pouvait pas sortir et que Jimmy Harris a pu sortir lui-même. Donc ils ont acheté les droits du livre, qui était donc, ils ont fondé leur compagnie qui s'appelait Harris Kubrick. Et à partir de là, Kubrick a dit à Jimmy Harris qu'il aimerait en fait contacter l'auteur de romans noirs, Jim Thompson, pour adapter le livre, hein, parce qu'il aimait beaucoup le sens du dialogue de Jim Thompson, et il avait été très frappé par un livre de Thompson qui s'appelait, enfin il en avait lu beaucoup, hein, mais il avait été très impressionné par un livre qui s'appelle The Killer Inside Me. Et donc, ils sont partis comme ça, aller contacter Jim Thompson, qui était un type quand même assez particulier, assez alcoolique. Et Kubrick s'est mis à travailler avec lui, hein, ça n'a pas toujours été facile, parce qu'en plus, Jim Thompson voyait des gars qui avaient 27 ans, 26, 27 ans, lui était déjà beaucoup plus âgé, donc c'était pas forcément le même langage, les mêmes références, mais ils ont réussi quand même à écrire avec lui, il a réussi à écrire le scénario de l'Ultime Razia avec lui, d'après le livre de Lionel White, et donc ils sont retournés voir une unité d'artistes qui a décidé finalement de le produire, mais en leur donnant que $200 000. C'est-à-dire qu'ils ont dit, nous, Sterling Hayden, parce qu'ils avaient trouvé Sterling Hayden pour être la vedette, et une unité d'artistes trouvait que Sterling Hayden, c'était pas ce qu'on pouvait avoir de mieux pour une vedette masculine. Et ils étaient très excités par Victor Mature. Ils se sont dit, Victor Mature, il est en contrat avec nous, il le fera.
Simplement, il a encore 2 autres films à faire avant, donc il faut attendre un an que Victor Mature se libère, et là on vous donnera plus d'argent pour faire le film. Et en fait, ils n'ont pas eu envie d'attendre, donc ils ont dit on va le faire quand même avec 200 000 $, parce que Kubrick a fait 2 premiers films avec des budgets extrêmement bas, donc c'est quelqu'un qui sait travailler avec peu d'argent. Et Jimmy Harris avait 80 000 $ qu'il avait de sa poche, qu'il a rajouté, hein, donc ça faisait 280 000, et il a même emprunté 50 000 à son père en plus, quoi. Donc ils sont arrivés avec 330 000 $, et ils ont fait le film pour ça. Les chevaux sont prêts au départ, attention, ils sont partis. Dès le départ, Red Lightning prend la tête, Early Spring est second, Sammy troisième. L'allure est rapide, le peloton fonce dans la ligne droite. Red Lightning est toujours en tête. Chrysanthème et ses vêtements de leur montée. C'est une lutte passionnante. Le favori résiste. Au tournant de Lexington, Red Lightning est à la corde. Il mène. Whitefire est derrière à une courte longueur. Darling, troisième. La lutte semble circonscrite entre ces 3 chevaux. Red Lightning a maintenant 1 longueur et demie d'avance. Derrière, changement de situation, c'est I Am Hopping qui est maintenant second. En 3e position, Caress. L'allure est très rapide. Red Lightning est en tête. Il a 1 longueur d'avance sur I Am Hopping qui s'efforce de conserver sa place. Red Lightning conserve son avance. Mais il tombe. Red Lightning est tombé. Il est hors course. C'est I Am Hopping qui mène maintenant, suivi de Sammy. Le reste des chevaux est groupé. I Am Hopping... Ils ont été obligés après d'aller en Californie hein, pour le faire, puisque ça se passe en Californie. Et ils ont, bon, le sujet du film, hein, c'est quand même un casse pendant une course de chevaux hein, sur un hippodrome. C'était ça qui était original, d'ailleurs, c'est ça qui avait frappé Kubrick. Genre, on n'a jamais vu ça encore, hein, un type qui tue un cheval pour après braquer le centre des paris. Donc ça lui paraissait original. Mais ils ont eu beaucoup de mal à trouver un hippodrome qui accepte, parce que quand ils voyaient le scénario, ils n'avaient pas envie du tout de prêter leur décor pour filmer ça. Donc ils ont quand même réussi à voler des plans, par exemple, et c'est là qu'il a fait appel en fait, à son copain qui s'appelle Alexander Singer, pour aller filmer les plans du générique, en fait, hein, qu'on voit. Tous ces plans où on voit les écuries, les chevaux, et tous les chevaux qui se dirigent vers le champ de course, hein, jusqu'à après le début de la course, les portillons qui s'ouvrent, tous les plans où on voit les jockeys en pleine course, tout ça, ça a été filmé en fait par Alexander Singer. Et au départ, en fait, ça avait été d'abord filmé par le chef opérateur du film, hein, qui est un type extrêmement, c'est un vétéran, hein, qui s'appelait Lucien Ballard, qui avait été marié avec la star de cinéma Merle Oberon, qui était un type qui avait 20 ans de plus que Kubrick, hein, qui était toujours habillé de manière extrêmement classe, machin, pas du tout le côté Kubrick, et lui il ressemblait un peu à un beatnik à l'époque, hein, il était habillé un petit peu comme un bab, enfin il se rasait pas, il avait les cheveux longs et tout. Et donc c'était pas le même style. Et en fait, Lucien Ballard, quand il est parti filmer des plans comme ça n'a pas du tout plu à Kubrick, et c'est comme ça qu'il a envoyé Alexander Singer. Hein. Donc il y avait déjà une grosse tension avec le chef opérateur. Et parce que d'habitude, les chefs opérateurs à l'époque avaient affaire à des réalisateurs qui connaissaient pas la photographie. Donc en gros, les gars disaient bon bah je voudrais que voilà, on va filmer ça, je voudrais que la caméra soit là. Et après, ils se préoccupaient pas du tout de savoir quelle focale on allait choisir. Ils laissaient ça complètement entre les mains du chef opérateur. Et avec Kubrick, c'était un peu différent parce que là, il y avait quelqu'un qui était photographe hein, et qui connaissait très bien la photographie. Et quand Lucien Ballard a commencé à travailler avec Kubrick, il s'est vite heurté quand même à des problèmes parce que Kubrick voulait tout contrôler et l'autre n'avait pas l'habitude. Et notamment, il y a eu un moment où c'est là où en fait le film a complètement changé, parce qu'au départ, il y avait vraiment un décor qui avait été construit. Alors c'était d'ailleurs la femme de Kubrick, Ruth Sobotka, qui avait participé hein, à l'élaboration des décors. Et tout l'appartement où on voit la caméra qui passe à travers les murs, tout ça, ça avait été conçu comme ça, hein, avec des passages avec des aménagements pour laisser passer la caméra. C'était entièrement construit en studio. Et il avait donc dit à Lucien Ballard, voilà, je vais filmer un plan à la Dolly, comme ça, qui va passer à travers le mur, machin, et je veux que ce soit coupé comme ça, cadré, tout ça. Donc il va s'occuper d'autre chose, l'autre prépare le plan, et il lui avait demandé d'utiliser une focale de 25 mm, hein, l'objectif de 25 mm, parce que c'était exactement ce qu'il cherchait. C'était pas l'habitude, les grands angulaires n'étaient pas des choses que les metteurs en scène de l'époque utilisaient, parce que ça causait une distorsion dans l'image. Et lui, c'est justement ça qu'il voulait, hein. Il voulait que ça donne un côté dramatique, comme ça,
même si l'image était un peu déformée. Et en fait, quand il revient, il voit en fait que la Dolly est complètement beaucoup plus loin que l'endroit où il avait voulu la mettre. Et Lucien Ballard lui dit, ben voilà, bon, je l'ai mise un peu plus loin parce que ça m'arrange pour les lumières, hein, mais t'inquiète pas, ça va être cadré exactement pareil, simplement j'ai mis un 50 mm à la place, mais à l'image, ce sera exactement la même composition que tu voulais. Et l'autre savait très bien que ça ne serait pas la même, puisque c'était un 50 et pas un 25. Donc il lui a dit, soit tu remets le 25 mm que j'avais demandé, soit tu t'en vas et tu reviens jamais. Et il paraît qu'il a dit ça de manière très calme, hein, sans élever la voix, parce que Kubrick n'était pas quelqu'un qui s'énervait hein, sur les plateaux, c'est pas quelqu'un qui hurlait. Bon. Et il paraît qu'il a quand même finalement remporté le match de l'autorité à ce moment-là, et l'autre l'a plus jamais embêté, parce qu'il a vu que c'était quelqu'un avec qui il fallait pas plaisanter. Et donc il a un peu pris le pouvoir après Kubrick sur le... Parce que c'est normal, hein, je veux dire, il y a aussi, quand un metteur en scène, un jeune metteur en scène fait ses débuts, il y a beaucoup de techniciens qui le testent, hein, et les acteurs aussi, hein, pour voir jusqu'où il peut aller, le compromis qu'il est à même d'accepter. Et là, il a tout de suite montré qu'il ne ferait aucun compromis, hein, et il était même capable de faire la photo lui-même. Hein. Il était obligé, pour des raisons syndicales, de prendre un chef opérateur, mais il était tout à fait capable de faire la photo lui-même. Et d'ailleurs, on a vu après, dans ces films ultérieurs, par exemple sur Eyes Wide Shut, sur Full Metal Jacket, même sur Barry Lyndon, sauf le respect dû au chef opérateur, c'était en gros d'anciens assistants opérateurs, et c'est Kubrick leur disait exactement ce qu'il fallait faire. Hein, parce que moi, Brian De Palma m'avait raconté une fois avoir rencontré Kubrick, et Kubrick lui disait alors, qui est-ce que vous aimez comme chef opérateur, parce que je cherche peut-être à renouveler mes équipes. Alors De Palma lui avait dit Vilmos Zsigmond, des gens comme ça, et l'autre il dit non, mais moi il me faut quelqu'un qui fasse ce que je lui dis. Donc il ne fallait pas un type qui avait une trop grande personnalité, hein, donc en fait, voilà, on avait là quelqu'un qui, lui, était capable de tout... Il était capable de tout faire sur un film, Kubrick. Hein. Il y a quelques metteurs en scène, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et en gros, il faut des collaborateurs qui soient un petit peu des yes-men. Hein. Donc là, avec Lucien Ballard, c'était un type de l'ancienne école, et ça a été une collaboration un peu compliquée, mais à partir du moment où il a mis les points sur les i, ça s'est bien passé. À 3h45, ce samedi de la fin septembre, Marvin Unger était peut-être le seul, au milieu de 100 000 turfistes, à ne ressentir aucune émotion pendant que se courait la 5e. Les courses ne l'intéressaient pas, et toute sa vie, il avait méprisé le jeu. Pourtant, il avait misé $5 sur chaque cheval de cette 5e. Naturellement, il savait que son curieux système aboutirait à une perte, mais ça lui était égal, parce qu'il estimait que perdre 20 ou 30 $ n'avait aucune importance, étant donné l'énorme somme qui lui reviendrait finalement. Une bouteille de soda, s'il vous plaît. Du soda? Oui, monsieur. La structure de l'Ultime Razzia, avec ce jeu vraiment des flashbacks, ça vient du roman de Lionel White. C'est pas vraiment quelque chose que Kubrick a inventé. Simplement, il a aimé ça dans le livre, et il a à tout prix voulu le conserver, alors que beaucoup de gens lui disaient il faut remettre ça à plat, parce que les flashbacks, ça va perdre les gens. D'ailleurs, quand le film est sorti après, il y a beaucoup de gens qui ont été très désorientés, hein, notamment l'agent de Sterling Hayden qui a dit on n'y comprend rien, parce que même les comédiens au départ étaient déconcertés, parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir un film comme ça. Il y avait déjà eu Citizen Kane, mais vraiment un film noir comme ça, où on nous dit à l'avance que tout ce qui va se passer, qu'on revient en arrière, alors qu'on aimerait souvent continuer un fil de l'histoire, et on revient 1 heure avant, 6 heures avant, comme ça, c'est quand même un truc un peu particulier qui avait l'air un peu anti-dramatique, quoi. C'est-à-dire ça paraissait tuer le suspense, comme un petit peu on a reproché à Kubrick des années après, par exemple, quand il a fait Barry Lyndon, d'avoir cette voix off de narrateur qui annonçait tout ce qui allait se passer à l'avance. Hein. Donc il aimait un petit peu, en fait, casser la dramaturgie traditionnelle. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui aime la progression dramatique classique, quoi. C'est pour ça aussi que souvent, il ne prenait pas des scénaristes hollywoodiens pour collaborer avec lui, mais qu'il prenait plutôt des écrivains, enfin des gens qui n'étaient pas rompus aux règles de construire un scénario en 3 actes. En fait. Donc il aimait casser la forme, il aimait vraiment faire ce que les autres ne font pas. Et là déjà, dans un film qui est finalement son premier grand long métrage, il y avait ça déjà, et il avait quand même cette volonté. Alors après, la mise en scène, forcément, il avait une influence quand même, il aimait un metteur en scène qui s'appelle Max Ophuls, hein, qui travaillait beaucoup avec il y avait une mise en scène qui était très célèbre, avec des travelling comme ça, latéraux. Donc tous les travelling qu'on voit à la Dolly, à travers l'appartement au début, hein,
quand on suit Sterling Hayden, ça c'est probablement l'influence d'Ophuls, hein, parce que alors on a reproché à Kubrick d'avoir fait un truc un peu scolaire avec des travelling trop chiadés, hein, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la maîtrise. Ce qu'on reproche à Kubrick souvent, c'est la maîtrise, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas le cinéma de la maîtrise. Ils aiment les imperfections, les choses comme ça. Donc c'est sûr que si on aime ça, Kubrick, ça ne va pas forcément être votre truc. Mais là, quand même, on voit comment il a déjà, il a pour la première fois quand même les moyens d'avoir des décors un peu plus élaborés. Et il y a cette terrible, vraiment, ce poids de la fatalité avec cette idée comme ça de la valise qui s'ouvre à la fin et des billets qui s'envolent. C'est quand même une image quand même qui est devenue extrêmement célèbre dans le cinéma noir, hein, que même après des gens ont reprise. Hein. Je veux dire, quand vous voyez Mélodie en sous-sol avec Alain Delon et Jean Gabin, la scène de la piscine à la fin, quand on voit tous les billets qui remontent à la surface, c'est vraiment, ça vient de The Killing. Et vous savez en plus que Henri Verneuil avait été engagé par Kubrick pour faire la VF de Full Metal Jacket. Donc c'est sûr qu'il le connaissait. Mais franchement, moi, je pense que c'est le premier film comme ça où on parlait de, par exemple, quand on disait le baiser du tueur, il y a cette scène avec les mannequins et tout. Là, dans The Killing, il y a quand même cette scène extraordinaire de la fin, hein, qui apporte une fatalité terrible. Et on voit cette amertume sur le visage de Sterling Hayden, cette fatalité où le personnage, finalement, accepte ce qui lui arrive, hein, où il savait, il aimait les gangsters, et il aimait parce qu'il pensait que dans un film noir, c'était un peu comme dans une corrida, il y avait un rituel. Comme dans une corrida, on sait que de toute façon le taureau va mourir à la fin. Il se disait que quand on voyait un film noir, on savait que le gangster allait pas s'en sortir. Et c'est ça qui lui plaisait aussi, c'était que ça lui permettait comme ça de raconter une histoire où la fatalité et le destin avaient quand même un poids. Et tous les grands films noirs sont quand même un peu comme ça, quoi. Pourquoi dois-je voler et risquer la tôle pour que tu crois que je t'aime? Oh, Georges, que vas-tu faire? Je veux le savoir tout de suite. Tu n'as jamais fait autre chose que de parler de ton amour. Ça dure depuis notre mariage, depuis 5 ans déjà. Aujourd'hui, tu peux agir au lieu de parler. Tu peux réaliser toutes tes promesses, me faire très riche. Je veux savoir ce que tu as décidé. Tu sais bien que je ferai n'importe quoi pour toi, ma chérie. Alors tu restes dans le coup pour moi, Georges. Oui, chérie. Oh, ça sera merveilleux. Nous serons tellement heureux, mon amour. Ça ne sera pas long, j'espère. Je n'attendrai pas bien longtemps, 2 ou 3 jours, hein. Réponds-moi, c'est pour quand? Tu as réussi à me persuader. Tu veux me voir rester avec Johnny et je le ferai. Mais laisse-moi tranquille maintenant. Très bien, tu as raison. Si tu veux, nous n'allons plus en parler, mon chéri. Est-ce que tu m'aimes, Stella? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pour la vie? Je t'aimerai toujours. Je pense que ce qui a plu à Kubrick dans le livre de Lionel White, hein, puisqu'il a quand même gardé assez fidèlement la structure du livre, c'est en fait la description aussi d'un plan méticuleusement préparé qui finalement, y a un grain de sable qui fait tout foirer à la fin, hein. Et c'est souvent une erreur humaine, c'est-à-dire une émotion humaine qui est responsable de l'envahissement de la machine, hein. Pourquoi ça déraille? Parce que le personnage d'Elisha Cook va parler à sa femme du casse qu'il prépare avec ses amis, qu'elle va en parler à son amant, et donc en fait c'est cette indiscrétion qui va faire dérailler le train. Et on a aussi des personnages, hein, le personnage de Sterling Hayden est, comme je dis souvent, hein, chez Kubrick, un personnage un peu passif aussi, hein, qui, quand tout d'un coup à la fin tout se déglingue, il accepte finalement, hein, de se faire... C'est pas le type qui va se débattre, qui va essayer de tirer sur les flics pour s'échapper, vous voyez. Donc il y a ce thème comme ça, du personnage qui est écrasé par le destin, par la fatalité, qu'on va retrouver dans beaucoup de ses films. Parce que beaucoup de films de Kubrick, alors là c'est pas encore hyper sensible dans Killing, mais c'est souvent des personnages qui sont dominés par une entité supérieure, hein, que ce soit un ordre supérieur, disons, qui les vide de leur humanité. Par exemple dans l'Odyssée de l'espace, c'est les extraterrestres, hein, dans... Orange Mécanique, c'est les membres du gouvernement qui vont brainwasher Alex. Et là, dans Barry Lyndon et déjà un peu, hein, dans Killing, on a l'impression que c'est la force du destin déjà qui domine ces personnages-là et qui sait un petit peu comment tout ça va s'articuler et qui leur laisse l'illusion d'un libre arbitre, hein, alors qu'en fait tout est joué d'avance déjà, quoi. Et chez Kubrick, le libre arbitre, c'est ce qui fait l'humanité des gens, hein. Donc les personnages ont l'impression d'avoir un libre arbitre, mais quelque part on a l'impression, par cette construction, par cette voix off, par l'impression de regarder d'en haut comme ça, que leur sort est déjà un petit peu scellé par une entité supérieure qu'on pourrait assimiler au destin, hein, à la providence, quoi.
piste sur 1500 mètres, prix de 100 000 $. Encore quelques secondes avant le départ. Attention, ils sont partis. Hé, alors, ça vient. Il y a 5 minutes que j'attends, espèce d'abruti. Police, oui, j'écoute. Oui, tout de suite. Il y a une bagarre en bas, amène-toi, John. Ce qu'on peut dire aussi avec The Killing et sur cette structure comme ça temporelle un petit peu malmenée, c'est que pour la première fois dans ces films à Kubrick, on voit quand même l'importance du temps. C'est-à-dire que moi je vois quand même ce thème-là qui est revenir dans beaucoup de ses films. Même un film comme Dr. Folamour qui est en temps réel, ça montre aussi une course contre le temps parce qu'il faut arrêter cet avion qui transporte la bombe atomique. Le Barry Lyndon, c'est quand même aussi un film, un homme perdu dans le temps. L'Odyssée de l'espace, c'est quasiment au sens cosmique, hein, même presque vraiment l'éternité, là. Eyes Wide Shut, c'est aussi cette nuit new-yorkaise où le réel, l'imaginaire, le rêve se mélangent. Kubrick, c'est tout le temps quelqu'un qui a lutté contre le temps, et même dans ses films aussi. Et il est un peu mort aussi à cause de ça, c'est-à-dire que le temps qu'il mettait pour faire un film après, c'est devenu un petit peu son ennemi principal. Et c'est marrant de voir aussi le temps comme un personnage principal des films de Kubrick. Et dans The Killing, quelque part, cette structure temporelle malmenée, enfin ces flashbacks comme ça, cette action qui s'arrête pour finalement reprendre le récit 6 heures avant, qui génère une frustration aussi hein, chez le spectateur, et en même temps ce qui donne tout son air à la dramatisation, c'est vraiment quelque chose qu'il a, je pense, ce thème du temps, c'est quelque chose qu'il a commencé à traiter avec ce film-là, c'est-à-dire indirectement, hein, puisque c'est une structure qui était déjà dans le livre, mais c'est quelqu'un qui était obsédé aussi par le temps et par l'effet que le temps produit sur les personnages. Et l'Odyssée de l'espace étant vraiment le plus caractéristique. Mais vraiment, par exemple, Barry Lyndon, je pense que la voix du narrateur dans Barry Lyndon, c'est la voix de la Providence aussi. C'est pas seulement un narrateur mondain qui pourrait lire Zachary. C'est vraiment la force du destin, c'est même le temps au sens vraiment cosmique. Hein, parce que ce qui fait de nous aussi des êtres humains, la condition de l'homme, c'est d'être comme ça soumis au temps aussi. Hein. Et ça, dans The Killing, on en voit quand même une esquisse. Quoi. Je comprends pas. Pourquoi mettre des inconnus dans l'affaire? Tu veux dire qu'ils vont être dans notre coup et qu'à part toi, on ignorera qui c'est? Exact. Et ils ignorent qui vous êtes aussi. C'est mieux ainsi, d'ailleurs. Ouais, je suis d'accord, mais... Oh, moi, je suis tout à fait d'accord. Ce que je vois pas, c'est pourquoi t'as besoin de ces gars-là. Il faut d'abord un très bon tireur au fusil. Aucun de vous ne l'est assez et le boulot est difficile. L'autre gars devra se battre au bar. Et ces gars-là, combien auront-ils? Quelle sera leur part? Je suis d'accord sur tout, mais... Ces hommes ne seront pas dans le partage du blot. Nous les paierons à forfait pour leur travail. Ils auront une certaine somme à déterminer et non une tranche du total. Leur forfait sera payé moitié avant, le reste après. S'ils ignorent notre but et combien on prendra de pognon, alors pourquoi marcherait-il? C'est simple, ces types sont raides, ils cherchent du boulot. On paye le bon tireur 5 000 $ et on paye l'autre 2 500. Et tout ce fric, où l'avez-vous trouvé? Il vient de Marvin, messieurs. Il nous avance 7 500 $ qu'on lui remboursera après. Je voudrais faire plus, Johnny. C'est plutôt moche pour moi de recevoir autant que vous autres, après tout. Tout ce que je fais... Ce fric nous aide beaucoup, Marvin. Et je n'entends pas de plainte de ce côté-là. Non, au contraire, on le remercie. Mais écoute, Johnny, en payant à tes gars la moitié d'avance, es-tu sûr qu'ils iront faire le travail? C'est garanti. Ce sont des professionnels. S'ils se dégonflaient, ils seraient fichus à l'avenir. Compris? Oui. D'autres questions? Alors, regardons la carte. Ceci est un petit plan de l'hippodrome tel que je me le rappelle. Pour le casting de l'Ultime Razia, hein, bon, avec Jamie Harris, donc ils ont eu les moyens comme ça d'envoyer le scénario à beaucoup d'acteurs, dont certains avaient vraiment des prix quand même que Kubrick n'aurait pas pu s'offrir avant. Et c'est assez amusant parce qu'au départ, ils ont pensé à Jack Palance. C'est-à-dire pour le personnage de Johnny Clay, hein, que joue Sterling Hayden, ils avaient envoyé le scénario à Jack Palance, qui était une vedette hein, à l'époque, et en fait, Jack Palance n'a jamais lu le scénario, ils l'ont appelé 3 semaines après, et il n'avait jamais reçu le scénario, donc en fait, ça aurait pu être Jack Palance, mais finalement, ils ont eu quand même Sterling Hayden assez vite, et donc Sterling
Hayden, après, a refait des films avec Kubrick, mais à l'époque, c'était quand même vous savez qu'au départ, Sterling Hayden, c'est pas du tout un comédien, hein, c'est un type qui était sur des bateaux, et simplement parce qu'il avait un beau physique, hein, c'était un beau garçon, on l'avait mis sur une couverture d'un journal, et on avait dit, voilà, un marin qui devrait faire du cinéma. Et c'est un peu comme ça que sa carrière a démarré. Et après, il a été connu quand même pour être... il a fait partie de tous ces gens, ces communistes, qui ont donné des noms et dont la carrière a un peu déraillé à cause de ça, hein, puisqu'on les a traités de donneurs, un peu comme Elia Kazan, enfin comme plein qui ont été victimes du macartisme. Et mais à cette époque-là, Sterling Hayden était... après, il a fait le Docteur Folamour, hein, carrément avec Kubrick, où il joue le général Reaper. C'était un acteur que Kubrick admirait vraiment beaucoup. Et il avait quand même ce côté... vous voyez, par exemple, moi j'ai toujours trouvé que Kubrick aimait chez un acteur des choses qu'il avait vues chez quelqu'un d'autre qu'il avait photographié avant. C'est-à-dire qu'il a souvent des physiques chez ses acteurs qui se ressemblent. C'est-à-dire quand vous voyez, il a fait, jeune photographe, il avait fait des portraits très célèbres de Montgomery Clift chez lui, par exemple. Quand vous voyez Tom Cruise dans Eyes Wide Shut, Tom Cruise ressemble de manière extrêmement frappante à Montgomery Clift, en tout cas à ces photos-là. Vous voyez Sterling Hayden dans L'Ultime Razzia, il y a des choses chez Ryan O'Neal dans Barry Lyndon qui rappellent Sterling Hayden, même si c'est peut-être plus un beau garçon au sens plus classique du terme. Mais il y a vraiment par exemple Lord Bullingdon, Léon Vitali dans Barry Lyndon et Malcolm McDowell, il a tendance à aimer refotographier des gens qui ont des physiques similaires, comme ça. Et ça court dans son œuvre, par exemple Tom Cruise et Keir Dullea aussi, vous voyez, des gens un peu lisses, comme ça. Et donc, je pense qu'il avait déjà cet attrait comme ça pour ces physiques-là. Après, il a aussi eu Mary Windsor, hein, qui joue le personnage féminin principal, alors qui est presque plus proche de la femme fatale, hein, contrairement au personnage du baiser du tueur. Mais là, donc, c'est un peu à cause d'elle que tout déraille. Et on peut quand même vaguement... Alors, c'est peut-être pas hyper pertinent, mais moi j'ai tendance, après avoir lu pas mal de choses, à le penser. On parle souvent de la misogynie de Kubrick, hein, par rapport à des personnages féminins, qu'il aimait faire souffrir ces personnages féminins. Mais là, son mariage avec Ruth Sobotka était complètement en train de se désagréger au moment où il tournait The Killing. Elle voulait s'impliquer dans ces histoires de production, de films. Lui ne voulait pas parce que Jimmy Harris n'en voulait pas. Hein, donc il y avait quand même une opposition entre Jimmy Harris et elle. Et le côté du personnage de Mary Windsor dans The Killing, qui finalement veut s'immiscer dans ce braquage, machin, et c'est elle qui fait tout foirer, il y a quelque chose qui peut quand même vaguement nous le dire que le personnage de Ruth Sobotka a peut-être été une inspiration de ça indirecte, quoi. Donc c'est ça qui est amusant. Il y a Elisha Cook Jr., hein, qu'on avait vu aussi dans des films noirs. Donc il y a quand même des trognes, mais tous les personnages en fait sont des gens plutôt de la vie de tous les jours. C'est-à-dire c'est pas vous voyez, c'est pas Al Capone, c'est pas Scarface, c'est pas des figures hautes en couleur. Les personnages de Killing, c'est vraiment un peu des pantins. Il y a un côté opéra katsu là-dedans, hein, qui est quand même assez qu'on peut voir dans Orange Mécanique après aussi à un autre niveau, hein, mais c'est pas des gens extrêmement flamboyants. C'est un peu des gens du tout venant et qui finalement foirent tout parce que c'est pas non plus les super cracks de leur parti, hein, quoi. Alors pour la musique de The Killing, il a encore fait appel à son compositeur Gérard Fried. Alors là, il a vraiment travaillé avec un orchestre quand même plus important, hein, que dans les films d'avant. Et il a insisté pour avoir des stridences comme ça, et des trompettes comme ça. Et ça, c'est dès le générique, hein, on voit quand même, c'est la musique en voix, comme on dit.
sur ces belles images comme ça, des jockeys qui conduisent les montures sur le champ de course. Ça, c'est Kubrick qui a vraiment insisté pour avoir ces stridences dès le départ, comme ça, pour donner une sorte de coup d'envoi. Il voulait quelque chose, le thriller, et c'est quand même aussi quelque chose qui doit aller vite, comme ça. Donc il pensait que ça allait dynamiser beaucoup sa mise en scène, et que ça donnait une sorte d'impulsion comme ça au film, et qui devait être comme ça dans la vitesse. Et c'était peut-être pour contrebalancer aussi le fait que le récit, justement, par moments, revient en arrière, donc il fallait donner quand même l'illusion que quelque chose était lancé, un peu comme une machine, comme un cheval qui court comme ça, pour que le spectateur n'ait pas l'impression que ça allait être justement un film qui allait revenir comme ça en arrière. Il fallait un petit peu produire, avec la musique, un effet un petit peu contradictoire. C'est souvent comme ça qu'il utilisait la musique. Mais tu es sûr que ça va marcher, Johnny? Je ne pourrai plus vivre sans toi. Je ne suis pas belle, je ne suis pas très maligne. Mais je t'en supplie, ne me laisse plus toute seule. Allons, tout se passera bien. Je réussirai. Bon, je crois qu'il faut que je m'en aille. Je sais que tu vas faire, Johnny. Quand est-ce que je te revois? Samedi soir. On prend l'avion tous les deux. Écoute, Faye, jusqu'à ce que ce soit fini, je veux que tu restes planqué. Mais n'y a-t-il pas quelque chose que je puisse faire? Non. Non, tu vas prendre les billets d'avion. Rappelle-toi de dire au bureau que tu t'en vas samedi. Dis au patron que tu te maries. Johnny, embrasse-moi. Il faut quand même aussi dire un mot sur l'importance des titres chez Kubrick. Par exemple, il a son premier film, c'est Fear and Desire. C'est quand même deux thèmes très importants dans l'œuvre de Kubrick. Ça pourrait même être le titre d'Eyes Wide Shut, Fear and Desire. Killer's Kiss, c'est la mort et l'amour. C'est aussi quelque chose qui est rampant dans beaucoup de ses films. Et The Killing, donc le livre s'appelait Clean Break, donc c'était assez différent. Mais The Killing, il y a un double sens. The Killing, ça veut dire à la fois le gros coup, ça veut dire quelque chose qui peut rapporter très, très, très gros, et c'est la tuerie aussi. Et donc il y a les deux sens dans le film, puisque c'est des gens qui veulent faire un casse qui peut leur rapporter beaucoup d'argent, et c'est aussi un massacre, puisque les gens s'entretuent à la fin. Il a cherché par moments à avoir un titre qui évoquait quand même le thème du film, ou qui pouvait être interprété sous différentes formes, ou qui avait plusieurs sens, c'est-à-dire, ou même par exemple Full Metal Jacket, c'est-à-dire ça donne une idée comme ça, extrêmement presque poétique de quelque chose. Il aimait les titres qui étaient à double sens. Et comme pratiquement beaucoup de choses chez Kubrick sont à double sens. Donc ça permettait d'avoir une sorte de tissu supplémentaire, de couches supplémentaires qui enrichissaient aussi son cinéma. Et c'est surtout aussi le thème de la mort. Vous voyez, The Killing, il y a The Shining, il y a des films aussi qui se ressemblent comme ça dans les titres. Mais on peut faire une étude des titres de Kubrick, c'est tout à fait intéressant parce qu'il ne trouvait pas forcément le titre non plus tout de suite. Beaucoup de ses films ont eu d'autres titres, par exemple Eyes Wide Shut, il l'a trouvé vraiment au dernier moment. Souvent il reprenait le titre du roman, et il y a même par exemple Dr. Folamour, ils ont fait je ne sais pas combien d'essais, il y a même dans les expositions on voit des morceaux de papier où il avait griffonné des tas d'idées pour des titres, et c'était extrêmement varié, très très loin. Day of Doom, enfin des titres qui étaient plutôt assez médiocres, mais donc tout le temps qu'il mettait pour trouver un sujet, il le mettait souvent pour trouver un titre, parce qu'il pensait que le titre était quand même quelque chose d'assez important. Par exemple, c'est aussi ce qui le frappait, je pense, quand il choisissait un livre. Quand Orange Mécanique, c'est un titre, même Clockwork Orange, c'est un titre quand même assez frappant, quoi. Donc il savait reconnaître un bon titre, et quand le roman n'avait pas forcément un bon titre, il essayait après de l'améliorer et d'en trouver un meilleur. Bien. On va probablement se quitter et ne jamais se revoir après le partage du fric ce soir, mais je me rappellerai combien t'as été épatant. Johnny, je suis gêné de te dire ça, et j'en ai peut-être même pas le droit, mais je t'ai toujours aimé comme si tu étais mon fils. Continue, allez, déballe. T'as eu souvent de la malchance, et puis t'as fait bien des bêtises aussi, mais après, aujourd'hui, si Dieu le veut, tu ne seras plus le même garçon. Tu seras riche. Et la fortune, ça change un homme. Tu as une longue vie devant toi. Tu verras des gens intéressants, intelligents, de qualité. Où veux-tu en venir? Tu ne crois pas que ce serait épatant qu'on parte tous les deux? On irait se balader dans le monde entier. On verrait des tas de choses, on apprendrait. Écoute-moi, c'est quelquefois terrible quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Je parle du mariage. Laisse tomber et dors un peu. La 7e secours à peu près à 4h20, ce sera diffusé. Je serai pas ici avant 7h.
Ne va pas aux courses. Va plutôt au cinéma. À ce soir. Il faut peut-être insister sur un détail que peu de gens connaissent, en fait, c'est qu'ils ont beaucoup douté, après avoir fait des premières projections de The Killing, notamment aux membres de l'équipe, à leurs proches. Ça n'a pas été très bien reçu, c'est-à-dire les gens étaient extrêmement déconcertés, parce que c'était assez nouveau de faire un film noir avec ce genre de structure. Et l'agent de Sterling Hayden est sorti de la projection furieux, en disant qu'ils avaient ruiné la carrière de son client. Qu'il allait plus jamais pouvoir faire un film, que c'était terrible. Il y a des gens qui avaient pourtant lu le scénario, qui ont été extrêmement surpris par le film. Et Kubrick, à un moment, ils ont un peu douté avec Jimmy Harris. Ils se sont dit, mais est-ce qu'on ne va pas se ramasser un bide énorme? Est-ce que ça ne va pas endommager notre carrière? Et il a eu, à un moment, il est retourné en fait dans un laboratoire qui s'appelait Titra, qui était un laboratoire qui fabriquait des sous-titres où il avait travaillé avant entre Fear and Desire et Killer's Kiss. Et là, il a eu accès à une table de montage et il a essayé de remettre le film dans l'ordre chronologique, pour voir ce que ça faisait. Est-ce que c'était possible? Parce qu'on leur avait dit on voudrait sortir le film, d'accord, mais vous le remettez dans l'ordre chronologique parce que là, on n'y comprend rien. Et du coup, il a vu que ça ne fonctionnait pas, que tout ce qui était particulier, finalement, disparaissait. Et ils se sont dit, avec Jimmy Harris, on a aimé ce livre pour sa structure. Si on détruit ça, finalement, on se nie, on se parjure. C'est-à-dire qu'on fait le contraire de ce qu'on voulait. Donc, ils ont remis le film dans sa version originale. Le film est sorti comme ça. Il n'a pas remporté un succès vraiment important, mais il a eu un succès critique quand même. C'est là que Kubrick s'est fait remarquer quand même pour la première fois. Il y a des critiques qui ont dit que c'était un metteur en scène qui vraiment avait fait un énorme progrès, qui se révélait quand même comme quelqu'un qui pouvait faire des choses intéressantes, qu'on le comparait à Huston, enfin à des metteurs en scène de cette classe-là. Il y a même Orson Welles, un peu après, qui a dit que vraiment The Killing lui paraissait un film extraordinaire. Donc c'est quand même à partir de là que Kubrick est devenu, disons, un nom qui commençait à circuler à Hollywood. Il avait une petite réputation avant d'un type qui arrivait à faire des films comme ça de manière indépendante avec des bouts de ficelle, mais là franchement il y avait quand même un film fait de manière extrêmement professionnelle, fait à Hollywood, et c'est ce qui a attiré l'attention de Kirk Douglas par exemple, qui après a accepté de faire Le Sentier de la Gloire avec Kubrick, après avoir vu The Killing, et qui lui a confié après Spartacus. Donc c'est un jalon, une étape de sa carrière quand même très importante. Et je pense franchement qu'on peut aussi dire que c'est peut-être son premier vrai film. C'est pas pour dire que les deux d'avant ne comptent pas, mais vous savez qu'il avait un rapport quand même extrêmement compliqué avec Fear and Desire et Killer's Kiss. Fear and Desire, il aurait voulu même faire disparaître toutes les copies, parce qu'il trouvait que c'était vraiment très prétentieux et médiocre. Killer's Kiss, je crois qu'il l'estimait un peu plus, mais franchement, c'était pas un film dont il aimait parler. Mais vraiment, on peut dire que Kubrick, ça commence avec The Killing, quoi.